bonsoir. Alors, on va vous parler ce soir de la thrombose. Le titre de la présentation, donc, c'est la thrombose. Quels sont ses symptômes? Pourquoi est-ce que certains patients vont développer une thrombose? Et puis enfin, un sujet qui vous intéresse probablement, comment la traiter? Et on finira aussi par des perspectives en matière de recherche sur la thrombose. Donc, nous sommes deux à parler ce soir. Donc, moi-même, Chloé James, qui travaille au laboratoire d'hématologie du CHU de Bordeaux. Et puis dans une unité de recherche, dans une unité INSERM à Pessac. Et puis mon collègue que vous entendrez après, qui s'appelle Damien Barca, qui travaille à Libourne. Donc moi, je fais l'entrée et le dessert, et Damien fait le plat principal de votre dîner de ce soir. Alors, avant de parler de thrombose, qui est la thrombose, c'est une maladie, c'est un processus pathologique. Je vais d'abord vous parler de comment ça marche normalement, et donc le processus physiologique qui s'appelle l'hémostase. Alors, l'hémostase, c'est l'ensemble des processus dans notre corps qui fait que le sang va circuler dans nos vaisseaux sans se boucher et qui va aussi nous permettre que, si on se coupe, on arrête de saigner et que le vaisseau se répare. Donc, vous voyez ici sur la gauche un vaisseau sanguin avec donc dans le sang ce qui circule. Vous voyez en rouge ici les globules rouges et puis ces petites cellules en gris ici qu'on appelle les plaquettes. Donc ça, c'est quand tout va bien, le sang circule dans le vaisseau. Donc il y a un ensemble de mécanismes qui font que le sang reste de la bonne fluidité et que donc ça ne se bouge pas. Donc bien sûr, tout ça est très contrôlé. Et puis parfois, quand vous faites la cuisine, vous vous coupez avec un petit couteau et donc évidemment, le sang il va avoir envie de sortir, il y a une brèche qui est faite. Donc là, s'il n'y a rien qui se passe pour réparer la brèche, évidemment, on ne va jamais s'arrêter de saigner. Et donc, heureusement, il y a tout un système donc, qui s'appelle l'hémostase qui va faire que ce vaisseau va se boucher. Comment ça se passe? C'est qu'en fait, ces petites cellules-là qui s'appellent les plaquettes en gris, elles vont se mettre à s'activer et à s'accrocher à la paroi abîmée. Parce qu'en fait, normalement, les plaquettes, elles ne rentrent absolument pas en interaction avec la couche de cellules qui s'appelle ici les cellules endothéliales. En revanche, les plaquettes, elles sont tout à fait capables de reconnaître ce qu'il y a dessous, ce qui s'appelle le sous-endothélium. Et donc, les plaquettes, comme elles rentrent en contact avec quelque chose qui va les faire accrocher, elles vont s'activer, elles vont ensuite s'activer les unes entre elles, et elles vont finir elles vont agréger, ça s'appelle, et donc ça va boucher la brèche, et donc on va arrêter de saigner. Donc tout ça, c'est un processus, encore une fois, physiologique, normal. Et donc, évidemment, il y a des mécanismes qui sont là donc, pour activer l'hémostase, mais aussi pour la réguler, puisque quand on a cette brèche, il faut que le caillot bouche la brèche, mais il ne faut pas qu'il grossisse trop, le caillot. Il faut qu'il fasse pile la bonne taille. Il ne faut surtout pas qu'il s'en aille dans la circulation, parce que sinon, ça va faire un caillot qui va venir boucher des vaisseaux qui n'ont absolument pas besoin d'être bouchés. Et puis là, par exemple, vous voyez ce caillot qui s'est formé, il bouge. Alors, c'est pas un pointeur, je ne peux pas pointer très précisément, mais ce caillot, il bouche juste l'entrée du petit canal qui ferait sortir le sang. Il ne faut pas qu'il grossisse trop. S'il grossit trop, il va venir obstruer la lumière du vaisseau. Et donc ça, il ne faut pas. Donc, il y a plein de mécanismes qui vont réguler cette hémostase. Certains qui vont favoriser le caillot, d'autres qui vont empêcher que le caillot grossisse trop, voire qui vont même détruire le caillot. Et puis, à côté de ça, il y a un processus donc, pathologique, et ça ne doit pas survenir normalement, qui est la thrombose, dont on va parler aujourd'hui, qui est vraiment là le caillot qui va se former, que vous voyez ici, et qui va boucher, qui va se mettre dans la lumière du vaisseau, et qui va faire que voilà, c'est bouché, et donc le sang ne peut plus aller irriguer l'organe comme normalement ça doit se passer. Alors, là, donc, je vous parle de vaisseaux qui se bouchent. Il y a une chose qui est très importante à savoir, pour bien planter le décor, c'est qu'on a deux grands types de vaisseaux. Vous savez ça, on a des artères et on a des veines. Alors, sur ce joli schéma, vous avez les artères en rouge et les veines en bleu. C'est toujours un peu comme ça qu'on fait en médecine. Donc, les artères, elles amènent le sang du cœur vers nos extrémités. Et donc, c'est du sang qui est oxygéné, du sang qui est bien rouge d'ailleurs, il est plus rouge que le sang veineux. Voilà, dans les artères, c'est du sang qui circule, qui est oxygéné, qui va du cœur vers les extrémités. Il est poussé par le cœur, donc c'est du sang qui va vite. Dans les artères, ça va vite. C'est important ça pour après la thrombose. Donc ça va vite, la pression est importante, parce qu'une artère aussi, c'est quelque chose qui se contracte. Quand on mesure votre pression artérielle, votre tension artérielle, c'est parce qu'une artère, c'est un vaisseau qui est capable de se contracter.
Alors que dans les veines, c'est du sang qui va remonter des jambes ou des extrémités des bras vers le cœur. Donc ça va complètement à l'inverse, donc c'est pas très sympa, parce qu'il va falloir que vraiment le sang y remonte, et en plus ça va tout doucement, il n'y a plus le cœur qui pousse derrière. Et donc on imagine bien que autant c'est facile pour le sang qui est poussé par le cœur de descendre dans les pieds, par exemple, en plus ça descend, alors que pour que le sang remonte des pieds vers le haut du corps et vers le cœur, non seulement c'est contre la gravité, mais en plus, il n'y a pas un truc au niveau des pieds qui pousse le sang. Donc le flux, il est très lent. Et ça va être aussi important pour comprendre le pourquoi il y a des thromboses qui surviennent dans ces types de vaisseaux. Donc voilà, 2 types de vaisseaux. Et donc, les thromboses dans les artères et dans les veines ne sont pas du tout les mêmes. Et ce n'est pas du tout les mêmes causes qui vont entraîner des thromboses dans les artères et dans les veines. Ça, je vais vous en reparler un tout petit peu après, mais ça, c'est un petit schéma qui représente en fait 2 types de thromboses. Donc, dans les artères, le plus souvent, le thrombus, bon là, il est tout petit sur ce schéma, mais quand il nous embête, c'est parce qu'il bouche tout le diamètre de l'artère. Le thrombus, le plus souvent dans les artères, il se développe sur une artère pas tout à fait normale, une artère où là, vous voyez, il y a du gras dans l'artère, c'est ce qu'on appelle les plaques d'athérome. Je vous en reparlerai après. Alors que dans la veine, encore une fois, qui est beaucoup plus grosse, qui n'a pas cette pression autour d'elle, les thrombus qui se développent dans des veines, c'est sur des veines qui sont pas, il n'y a pas de plaques dans les veines. Donc 2 physiopathologies très différentes dans les thromboses artérielles et dans les thromboses veineuses. Alors, donc deux sortes de vaisseaux, 2 sortes de thromboses, mais finalement, c'est quand même les mêmes acteurs qui vont rentrer en compte dans la thrombose des artères et dans la thrombose des veines. Alors, quels sont les 3 grands acteurs? Ça paraît un peu évident. En fait, souvent, je prends l'analogie avec un accident, enfin, avec plutôt un embouteillage sur une autoroute. Évidemment, quand il y a un embouteillage qui se fait sur une autoroute, ça peut être parce qu'il y a un peu trop de voitures. Et souvent, on sait, quand il y a une circulation qui est dense, il ne faut pas faire des à-coups, que ça aille vite, que ça aille doucement, parce que ça risque de créer des accidents. Donc, la quantité de voitures, elle va jouer sur le risque de faire des embouteillages. Donc là, si on prend un peu l'analogie, ça va être l'hypercoagulabilité, là, le fait que le sang ait tendance à être un peu trop visqueux. Ça va favoriser le fait de faire des caillots. La vitesse à laquelle les voitures vont rouler, ben évidemment, quand une voiture va plus vite, il suffit qu'il y ait le moindre problème sur la chaussée ou qu'elle double une voiture, ben on a beaucoup plus de risques de faire un accident et un embouteillage. Donc là, c'est pareil. La vitesse à laquelle le sang circule dans les vaisseaux, ça va participer. Et puis, la paroi des vaisseaux, la barrière endothéliale, donc les cellules endothéliales, ce sont les cellules qui tapissent la paroi des vaisseaux. Évidemment, la barrière va rentrer en jeu. De la même façon, sur une route, s'il y a des trous sur la route ou s'il y a la bande d'arrêt d'urgence, des trucs à l'intérieur, eh bien forcément, ça augmente le risque d'accident et ensuite d'embouteillage. Donc c'est exactement la même genre de chose entre un accident, un embouteillage et une thrombose dans un vaisseau. Alors, je vous ai placé un peu les différents acteurs de la thrombose. Maintenant, je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails des thromboses artérielles. Vraiment, pourquoi on fait des thromboses artérielles? Qui va faire des thromboses artérielles? À quoi c'est dû? Enfin, c'est plutôt Damien qui va répondre à qu'est-ce que c'est et les facteurs de risque. Mais moi, plutôt à quoi est due la thrombose artérielle? Donc, je vous ai dit, le plus souvent, les thromboses artérielles, elles surviennent parce que les artères, elles sont pas normales. Mais parfois, les thromboses artérielles, elles surviennent quand même sur des artères saines. Alors pourquoi est-ce qu'on peut boucher une artère alors que l'artère va très bien? C'est parce qu'en fait, il peut y avoir un petit embole, un morceau de caillot qui vient d'ailleurs et qui vient en général du cœur, qui va partir dans la circulation et puis qui va venir boucher une artère. Ça arrive chez les patients qui ont un cœur qui ne bat pas de façon régulière, qui ont ce qu'on appelle une fibrillation auriculaire, c'est assez fréquent. Donc d'avoir le cœur, au lieu d'avoir un battement bien régulier, ça fait des espèces de trucs pas du tout réguliers. Et donc, ça fait comme c'est pas un battement régulier du cœur, en fait, le sang à l'intérieur du cœur, il a tendance à stagner. Notamment, il y a une petite poche à l'intérieur du cœur où le sang, il peut stagner finalement, plutôt qu'un beau battement bien efficace. Et donc, comme le sang stagne dans un endroit du cœur, il y a un caillot qui se forme, et parfois, il y a des petits bouts de caillot qui partent. Et quand ils partent du cœur, en fait, très souvent, ça va dans les artères du cerveau, et ça donne un accident vasculaire cérébral par migration d'un caillot du cœur. Donc ça, l'artère, en fait, elle était saine. C'est juste un bout de caillot qui est parti.
Et puis très rarement, on peut avoir des spasmes qui se font dans les artères. Donc l'artère, je vous ai dit, c'est quelque chose qui peut se contracter. Et bien parfois, donc normalement, elle est contractée de façon assez stable, mais parfois, il peut y avoir un spasme, donc l'artère qui se contracte de façon brutale. Ça se voit notamment chez les personnes qui prennent de la cocaïne, où donc on peut avoir un infarctus par spasme de l'artère. Le plus souvent, pour autant, quand une thrombose se développe dans une artère, c'est parce que l'artère n'est pas normale. Elle peut être pas normale de deux façons, soit parce qu'il y a donc de l'athérome, de la graisse en gros, qui se développe dans la paroi de l'artère, c'est ce que vous voyez ici. Et puis, beaucoup plus rarement, elle peut se disséquer, l'artère, c'est-à-dire que la paroi de l'artère, là vous voyez assez bien sur le schéma, elle se dissèque, et donc il y a une espèce de chenal qui se crée, vraiment sur le côté ici, un chenal qui se crée, et finalement dans ce chenal, le sang, qui doit normalement aller vite, encore une fois, ne circule pas bien, et donc il y a un caillot qui va se former à l'intérieur de ce chenal, et qui va finir ensuite qui peut grossir et boucher tout le diamètre de l'artère. Donc je vous disais, le plus souvent, les thromboses dans les artères, elles surviennent parce qu'il y a ces plaques de gras, et donc d'athérome dans les artères. Alors, vous voyez, une artère normale, là, quand on la regarde sur le côté, le sang, vous voyez, vous imaginez, il circule comme ça, et puis là, il y a une petite bifurcation. Et ça, c'est quand on regarde, si on coupe ici, vous voyez l'artère donc coupée au milieu. Et puis donc, parfois, chez certains patients, quand on a des facteurs de risque, que Damien vous redétaillera plus tard, mais par exemple le tabac, le diabète, l'hypertension, on a ces plaques de gras qui se déposent ici. Et donc, ça va venir boucher petit à petit le diamètre de l'artère. Alors là, vous avez un schéma un peu plus précis de ces plaques de gras. Là. Donc, normalement, on a une couche de cellules endothéliales qui est bien lisse et bien plate. Et donc là, vous voyez, il y a du gras qui s'est mis. Alors, dans ce gras, c'est le cholestérol. Vous savez qu'il y a deux types de cholestérol, le bon cholestérol, le mauvais cholestérol. Mais là, c'est le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, qui vient se déposer et donc faire du gras. Alors, il n'y a pas que du gras, il y a aussi des cellules qui viennent à l'intérieur, en bleu ici. Mais finalement, il y a ce gras qui se dépose, mais ce n'est pas ça qui va boucher. Le problème, c'est que plus les plaques grossissent, plus finalement, plus le sang il va quand même avoir du mal à passer. Et puis en plus, je vous ai dit, dans l'artère, le sang il va vite. Et du coup, quand le sang, là, il va rentrer en contact avec une plaque de gras comme ça, ça va créer des turbulences. Et donc, les plaquettes, elles sont capables sans aucun problème d'aller vite ou aller doucement, mais par contre, elles n'aiment pas du tout quand il y a des perturbations du flux. Et donc, le sang, avec ces petites plaquettes à l'intérieur, quand il rentre en contact avec une plaque de gras, ça va créer des espèces de tourbillons qu'on appelle des forces de cisaillement, et ça va activer les plaquettes. Et donc, les plaquettes, elles peuvent avoir l'impression de rentrer en contact avec le sous-endothélium, là, que normalement, elles ne voient pas. Tout ça parce qu'elles sont activées par ces forces de cisaillement. Donc, ces plaques de gras, elles grossissent, elles entraînent ces perturbations de flux. Et puis, parfois, même, ce qui peut se passer, c'est que ces plaques de gras, elles surviennent le plus souvent au niveau des bifurcations, là. Parfois, ce qui peut se passer, c'est que ces plaques de gras, elles se fissurent. Et là, ça y est, les plaquettes qui sont un peu hyperactivées du fait de ces forces de cisaillement, elles vont rentrer en contact avec tout ce bazar à l'intérieur de la plaque. Et alors là, c'est comme si elles rentraient en contact avec le sous-endothélium dont je vous parlais tout à l'heure. Ça les active. Et là, une fois que les plaquettes elles commencent à s'activer, elles vont s'agréger les unes avec les autres. Et elles vont faire un caillot qui va grossir, grossir, grossir et finir par boucher le diamètre du vaisseau. Et c'est ce qu'on voit ici, là, avec ce caillot noir qui va obstruer la lumière du vaisseau. Vous voyez la plaque qui s'est rompue et du coup le vaisseau qui est complètement bouché. Donc ça, c'est ce qui arrive de façon assez classique dans l'infarctus du myocarde, par exemple, chez les patients donc, qui ont des facteurs de risque que Damien vous détaillera après. Donc là, je vous ai pas mal parlé de à quoi étaient dues les thromboses dans les artères. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait des thromboses dans les veines ? Les thromboses, donc je vous ai dit au départ, c'est pas du tout les mêmes types de vaisseaux, ça va pas du tout à la même vitesse, et donc c'est pas du tout les mêmes types de thromboses. Alors dans les veines, les thromboses, elles surviennent. Donc là par exemple, il y a une veine normale. Donc vous voyez, le sang il doit remonter contre la gravité, et donc notamment dans les veines des jambes, pour aider le sang à remonter contre la gravité, il y a des petites valvules qui sont là pour aider le sang à remonter là.
Et donc, les petites valvules, d'ailleurs, quand elles ne marchent pas très bien et que le sang a tendance à stagner, c'est dans les veines un peu superficielles, là, ça fait des varices, qui est un truc que un certain nombre de gens connaissent très bien. Et donc, parfois, quand ces petites valvules ne marchent pas très bien, ce qui se passe, c'est que le sang a tendance à stagner là, dans la petite poche de la valvule, puisque là, vraiment, le sang stagne, puisque la valvule n'arrive pas bien à remonter. Et comme le sang stagne, les cellules de la paroi du vaisseau, là, qui sont normalement, qui tapissent la paroi du vaisseau, elles vont se retrouver pas oxygénées. Elles ont plus d'oxygène, puisqu'il n'y a plus de sang qui circule. Et comme elles sont pas oxygénées, elles vont devenir un peu inflammatoires et elles vont tendance à accrocher en fait les cellules du sang et à faire développer des thromboses. Donc c'est ce qui se passe en fait dans la thrombose veineuse. C'est un caillot qui se forme dans une veine à un endroit où le sang circule pas bien. Et ce qui peut se passer parfois, c'est qu'un bout du caillot s'en aille, comme vous voyez ici représenté. Et donc quand un bout du caillot s'en va, ce petit bout, ça s'appelle un embole. Et donc, quand le bout du caillot s'en va, en fait, au début, c'est pas très grave parce que les veines, vous imaginez, ça va au niveau des pieds, elles sont toutes petites, et puis plus on remonte dans le corps, et plus le diamètre de la veine y grossit. Donc, il y a un petit bout du caillot qui s'en va. Il passe d'une veine petite à une veine un peu plus grosse, puis encore plus grosse. Donc, bon, il flotte finalement dans ces tuyaux. Il arrive au niveau du cœur droit. Bon, voilà, il flotte encore ce caillot, très bien. Et puis après être passé au niveau du cœur droit, le caillot, il va passer dans ce qu'on appelle les artères pulmonaires. Donc là, il rentre dans les artères des poumons. Et donc là, pour le coup, au début, l'artère, elle est grosse, puis elle devient un peu plus petite, puis encore plus petite. Donc là, ce petit caillot, il va se retrouver dans des diamètres de vaisseaux qui diminuent, donc il risque finalement de boucher une artère dans le poumon, et c'est ce qui s'appelle l'embolie pulmonaire. Et donc l'embolie pulmonaire, c'est un vaisseau du poumon, enfin une artère du poumon qui se bouche, mais finalement, ça vient d'un caillot dans une veine, le plus souvent des jambes, qui s'est bouché. Et donc finalement, Damien vous en reparlera, mais l'embolie pulmonaire et la thrombose veineuse des jambes, c'est la même chose en fait. C'est exactement la même maladie. Même si c'est une artère dans le poumon et une veine dans les jambes, finalement, ça revient à la même chose, puisque c'est un caillot qui s'est fait dans les veines des jambes, qui migre dans les artères du poumon. Alors, bon, ça reprend un peu ce que je vous ai dit. Normalement, dans une veine, donc, il y a du sang qui circule tout doucement. Les petites cellules de la paroi de la veine, les cellules endothéliales, tout ça s'entend très bien. Les cellules, elles circulent, elles n'accrochent pas aux cellules de la paroi du vaisseau, les cellules endothéliales. Mais quand le flux est ralenti, parce qu'il y a un obstacle ou parce que les petites valvules ne jouent pas bien leur rôle, et bien là, les cellules de la paroi du vaisseau, je vous ai dit tout à l'heure, elles sont en hypoxie, elles ne sont pas correctement oxygénées, donc elles s'activent et elles deviennent comme si elles accrochaient les cellules du sang. Et donc c'est là qu'il y a un caillot qui se forme et qui va finir par boucher la veine. Donc le plus souvent, c'est vraiment un rôle important de la paroi des vaisseaux. Et puis, je vous l'ai dit au départ, mais il y a aussi des patients qui ont tendance à avoir le sang un peu trop visqueux, parce qu'ils sont nés comme ça, ou parce que dans leur vie, ils ont acquis des maladies ou des anomalies qui rendent le sang trop visqueux. Damien vous en parlera. Et donc, ils ont ce qu'on appelle une hypercoagulabilité. Donc ça favorise aussi la survenue des thromboses veineuses, plus que des thromboses artérielles d'ailleurs. Et donc, il y a aussi, la dernière chose, mais je pense que ça transparaît un peu de ce que je vous dis, c'est que la thrombose, c'est quelque chose d'assez multifactoriel. Il n'y a jamais une seule explication à la thrombose. Souvent, c'est quand même plusieurs événements. Dans la thrombose veineuse, il y a un peu de la paroi, un peu du flux. Voilà, il y a souvent plusieurs choses qui participent à la survenue de thrombose. Et donc, je passe la parole à Damien pour rentrer dans les détails un peu plus cliniques de tout ça. Alors moi, je vais vous parler que de clinique parce que je suis clinicien et on va essayer de balayer le spectre clinique et puis de la prise en charge de la veine et de l'artère. On va voir que c'est assez différent en termes de facteurs de risque et très différent en termes de traitement. On va commencer par la veine et on regroupe les deux atteintes possibles sous le terme de maladie thromboembolique veineuse. Et effectivement, on parle de thrombose veineuse et d'embolie pulmonaire, et on considère que ce sont deux pathologies identiques parce que répondant aux mêmes facteurs de risque et répondant au même traitement.
Thrombose veineuse, c'est toute veine possible, le cou, les bras, l'abdomen, les membres inférieurs. Et l'embolie pulmonaire, c'est uniquement les artères pulmonaires. La plupart du temps, c'est un caillot qui vient d'une veine qui va dans le poumon, mais dans la moitié des cas, on ne trouve pas ce caillot quand on fait un examen, peut-être parce qu'il a migré, peut-être parce qu'une embolie s'est formée sur place, c'est difficile de le dire. On considère que ce sont deux pathologies identiques. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi on fait un topo comme ça aujourd'hui? Quel est l'intérêt? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et du coup, j'ai regardé un peu les statistiques et clairement, la première chose qui ressort, c'est que la maladie thromboembolique veineuse, elle augmente. Le nombre de cas augmente. Et ça augmente parce qu'il y a des facteurs de risque qui sont liés à l'évolution de la société qui font que ça augmente. Le premier, c'est l'âge. L'âge en soi est un facteur de risque. Tout au long de la vie, notre risque de thrombose va augmenter. Il y en a quelques-unes chez les enfants, c'est très rare, c'est des maladies particulières. Il y en a vers 30-40 ans, c'est très rare. Et au-dessus de 70-80 ans, c'est beaucoup plus fréquent. Grosso modo, 10% de la population fera dans sa vie au moins un problème de thrombose veineuse. Donc ça fait quand même pas mal. Deuxième chose, le cancer. C'est un gros pourvoyeur de thrombose. C'est très thrombogène, soit par la maladie elle-même, soit par les traitements qu'on utilise. Et bien maintenant, le cancer est devenu bien souvent, de plus en plus souvent, une maladie chronique et avec des traitements chroniques. Et tant que la maladie est là, et tant que les traitements sont en cours, il y a un surrisque de thrombose. Troisième élément, l'obstétrique. La grossesse, c'est une période à risque de thrombose. Et dans les facteurs de risque lors d'une grossesse pour faire une thrombose, il y a l'âge. Et les grossesses sont de plus en plus tardives. Et au-dessus de 30 ans et au-dessus de 40 ans, c'est pas la même chose en termes de risque. Ça monte de façon exponentielle. Il y a des progrès diagnostiques, donc on voit des thromboses plus petites, un peu plus sioux, un peu plus dissimulées. Et puis il y a eu le Covid, bien sûr, donc on en dira un mot si vous voulez pendant les questions, je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est quelque chose qui a été transitoire, qui persiste encore, mais l'espèce de boom qu'il y a eu autour du Covid et de son lien avec la thrombose, évidemment, a moins d'impact maintenant, compte tenu de la baisse de l'incidence de la maladie. Deuxième intérêt, c'est qu'il y a des nouveaux traitements dans la thrombose veineuse, plus que dans la thrombose artérielle, qui changent complètement les choses, puisque vous verrez dans le raisonnement qu'on tient cliniquement, ce qu'on va déterminer, c'est quel est le risque du traitement. Et l'effet secondaire majeur, c'est de saigner, puisque le but, c'est d'empêcher la coagulation, versus le bénéfice du traitement, c'est-à-dire éviter que la maladie revienne. Et comme les traitements sont de plus en plus performants, cette balance bénéfice-risque évolue, et un jour, elle va peut-être totalement s'inverser. Ça changera considérablement la façon de gérer le problème. Alors, on a dit que c'était deux maladies identiques parce que les facteurs de risque sont les mêmes. Mais il faut avoir en tête une chose très importante, c'est qu'en fait, l'origine est la même et la conséquence n'est pas du tout la même. Si vous faites une embolie pulmonaire, c'est beaucoup plus grave que si vous faites une thrombose. Ça, je vais vous le montrer après. Et ce qui est très important, et ça on ne sait pas pourquoi, c'est quand on commence la maladie, le premier événement qu'on fait, c'est une embolie pulmonaire. Si on récidive, si on en refait une un jour, 8 fois sur 10, ça sera à nouveau une embolie pulmonaire. Si on fait une thrombose veineuse, premier événement, le deuxième sera 8 fois sur 10 une thrombose veineuse. Donc ça change considérablement le raisonnement parce que l'embolie pulmonaire, c'est une maladie grave. Vous avez en haut à gauche, alors je vais essayer ce truc-là, voilà, le cœur droit. Tout le sang veineux des membres, etc., revient vers ce cœur, et ce cœur se contracte et envoie le sang dans les poumons pour qu'il soit oxygéné. L'embolie pulmonaire, ce sont des caillots ici, dans ces artères. Vous avez ici une image de scanner. On injecte, pour faire ce scanner, on injecte dans les veines un produit qu'on dit radio-opaque, c'est-à-dire qui va apparaître en blanc sur le scanner. Et vous voyez ici des zones grises au sein de ces vaisseaux qui devraient être blancs. Ce sont les caillots. Et vous voyez qu'ils peuvent être gros, toucher les grosses artères. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le cœur droit, il pousse, mais il peut pousser contre un mur. Et il a du mal à envoyer le sang. Donc, il peut s'épuiser. Et la première conséquence qui peut être grave, c'est l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, la définition, c'est que le cœur pompe pas assez. Ça peut être le cœur droit, le cœur gauche, peu importe. Les conséquences sont les mêmes. On est essoufflé, on a de l'œdème et des choses comme ça. Et la deuxième conséquence, c'est que l'embolie pulmonaire peut être fatale. Ça peut aboutir à la mort. Et c'est quand même entre 5 et 8% des embolies pulmonaires qui aboutissent à la mort. Donc on comprend bien que cause identique, conséquences très différentes, et donc gestion du traitement très différente. Quelques petits aspects de définition. Il y a deux types de thrombose veineuse. La thrombose veineuse dite superficielle et la thrombose dite profonde. Les veines superficielles sont des veines qui sont juste sous la peau. On en a partout, celles que vous voyez sur vos avant-bras et celles que vous voyez sur vos jambes quand elles sont trop dilatées, ce qu'on appelle les varices, mais
Quand vous n'avez pas de varices, vous avez quand même ces veines. Ce sont des veines qui servent à rien. On peut très bien vivre sans. D'ailleurs, quand on enlève les varices, on va très bien. Mais qui peuvent aussi se thromboser. On verra que la clinique n'est pas la même. Et l'intérêt, c'est que ces thromboses-là donnent un risque d'embolie pulmonaire très, très, très faible. Donc, c'est pas du tout le même traitement. Et puis, les thromboses veineuses profondes, donc toutes les veines qu'on ne voit pas, qui drainent tous les organes, les muscles des membres, et puis tous les organes intrathoraciques et intra-abdominaux, ces thromboses ont un risque embolique plus important. C'est important également de considérer l'étage de ces thromboses. On ne sait pas exactement pourquoi, mais quand la thrombose est en dessous du genou, le risque que le caillot migre vers le poumon est faible, 1 ou 2% peut-être. Et puis dès que c'est au-dessus du genou et de plus en plus haut, le risque devient plus important. Tout ça, ça a des conséquences sur le raisonnement du traitement avec la fameuse balance bénéfice-risque. Quels sont les symptômes qu'on a devant une thrombose veineuse? Alors, je vais commencer par la photo que j'ai pas mise. C'est la thrombose veineuse superficielle. Je vous ai dit, c'est petite veine de 3 mm sous la peau. Quand elle se thrombose, ça donne une inflammation locale. Donc, la thrombose veineuse superficielle, c'est un diagnostic clinique. C'est un endroit qui fait mal sous la peau et qui est inflammatoire. Et donc, ça donne un petit cordon douloureux sous la peau qu'on peut très bien palper. Si c'est sur des varices, on y pense tout de suite. Si on n'a pas de varices, on n'y pense pas. Mais c'est vraiment un diagnostic clinique. La thrombose veineuse profonde, il y a 2 symptômes majeurs. C'est le gonflement, c'est-à-dire l'œdème du membre, et la douleur. Alors, la douleur, c'est une douleur qui est vague. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une douleur très localisée au mollet. Ça peut être une douleur à type de pesanteur de l'ensemble du membre. C'est très variable. C'est pour ça qu'on a beaucoup de demandes d'écho-Doppler devant beaucoup de douleurs des membres inférieurs, dont la clinique n'est pas franche, et c'est tout à fait légitime de le faire. L'œdème, c'est parce que la voie principale de drainage veineux est obstruée. Il va bien falloir que le sang remonte, sinon ça va exploser. Et donc, ça va prendre des toutes petites voies qui sont beaucoup plus lentes. Donc, la pression augmente et le membre augmente. Si vous voyez la photo ici, c'est... Ah non, pardon. Ah oui, c'est parce que c'est pas le bon curseur. Voilà. La thrombose ici, c'est une thrombose du membre supérieur. Vous voyez que ce membre-là est plus gros que celui-là. Et vous voyez que les veines ici sont dilatées. Eh bien, ce sont toutes les voies de dérivation qui permettent de faire malgré tout un retour veineux. Et alors, ce monsieur-là est très sportif et à la demande de Chloé, qui est passionnée de basket, c'est le type de thrombose qui a fait... Alors, je vais pas dire son nom, je vais dire Wemby, parce que sinon je vais pas y arriver. Le basketteur français, là, il a fait une thrombose du membre supérieur, probablement lors d'un effort, parce que ça coince sous la clavicule. Au membre inférieur, c'est la même clinique, avec parfois ces petits vaisseaux dilatés en superficie. Ça, c'est pour la thrombose veineuse. Membre sup, membre inf, c'est la même chose. Pour l'embolie pulmonaire, 2 symptômes principaux. La douleur thoracique, qui là aussi peut prendre toutes les formes. Ça peut être une douleur comme un infarctus du myocarde, ça peut être une douleur plus pariétale, plus sur les côtés, une petite douleur transitoire, une douleur qui persiste. Et puis le deuxième symptôme, puisqu'il y a une obstruction des vaisseaux pulmonaires, moins de zones perfusées du poumon, un œdème pulmonaire en quelque sorte, eh bien ça donne un essoufflement. Et puis il peut y avoir d'autres signes en fonction de la gravité. Si la thrombose dans les artères pulmonaires est importante, eh bien vous pouvez avoir le cœur qui n'y arrive pas, donc ça peut donner une baisse de pression artérielle, un choc, ça peut donner un malaise, une perte de connaissance, etc. Mais les 2 maîtres symptômes, c'est la douleur et la gêne respiratoire qu'on appelle dyspnée. Une fois qu'on a évoqué le diagnostic, mais il faut le prouver. Et ce sont 2 examens différents pour la thrombose et pour l'embolie. Pour la thrombose, avec l'examen écho-Doppler dont je vais vous parler, on fait 90-95% des diagnostics. Échographe standard, comme vous en avez tous vu, une sonde, on met du gel, aucun effet secondaire, et on peut observer en direct les veines. Avec cet examen, on peut parcourir les 4 membres, le cou, on peut parcourir la plupart des veines abdominales, on peut pas du tout voir ce qui se passe dans le thorax parce qu'il y a les côtes qui gênent et les côtes font un obstacle à l'ultrason, donc à l'échographie. Pour le reste, on répond quasiment à toutes les questions. Et l'examen, il est assez simple, c'est un examen dit de compression. Chloé vous a dit tout à l'heure, l'artère est plutôt rigide, elle a une paroi musculaire, la veine, elle est plutôt un peu plus grosse et plus molle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose la sonde et on voit cette image ici, normale, où on a les 2 tuyaux en coupe, comme elle l'a dessiné tout à l'heure, l'artère et la veine. Et on va appuyer sur le membre et on va voir que l'artère persiste parce qu'elle est rigide, alors que la veine disparaît. Si elle disparaît, c'est qu'elle est vide, il n'y a pas de thrombus. Et vous avez ici une image pathologique. On a mis du flux pour bien le voir, l'artère qui reste perméable, et quand on appuie,
Eh bien, entre les deux croix, on voit les deux feuillets, les deux parois qui ne s'accolent pas. Dedans, il y a du matériel un peu grisâtre, c'est le caillot. Avec ça, on répond à la question dans quasiment tous les cas, donc pas cher, efficace, sans effet secondaire. C'est la référence et en général, il n'y a pas besoin de confirmation par autre chose, sauf thrombose un peu atypique. Pour le scanner, pour l'embolie pulmonaire, pardon, c'est le scanner, l'examen maître et roi. C'était déjà le cas il y a 10-15 ans, c'est encore plus le cas maintenant. Il a plein d'avantages. On utilise beaucoup moins d'iode qu'avant, donc moins d'effets secondaires. Il répond à la question, même pour des vaisseaux de plus en plus petits, parce qu'il est de plus en plus performant. Et puis, autre avantage très important, il permet de voir le reste du thorax et donc d'éliminer d'autres diagnostics, puisque les symptômes, que ce soit l'insuffisance respiratoire ou la douleur, ça peut être plein de causes différentes. J'ai mis en petit un autre examen qu'on appelle la scintigraphie. Alors, ça se fait de plus en plus parce que les centres de scintigraphie, on le vend en poupe, se montent, il y en a plusieurs sur Bordeaux, Libourne, etc. Donc, l'accès est plus facile. C'est un examen dont il faut se méfier, qui est soumis à interprétation, qui voit des choses plus complexes à interpréter. Donc, je l'ai mis là parce que probablement, si un jour vous êtes suspect d'embolie, vous risquez d'avoir une scintigraphie. Soyez pas étonnés si le médecin qui la regarde se pose des questions. On avait la suspicion, on a confirmé le diagnostic, et avec ces examens-là, on est sûr de ce qu'on fait dans 90-95% des cas. On va se poser la question ensuite, pourquoi? Alors on se pose la question de pourquoi, c'est pas tellement pour répondre au patient et lui expliquer pourquoi, c'est parce que ça a un impact majeur sur les décisions thérapeutiques qu'on va avoir après. On est tous avec un seuil thrombogène, une sensibilité à la thrombose différente. C'est lié en grande partie à la génétique, donc on peut avoir des antécédents familiaux. C'est lié parfois à certaines anomalies génétiques bien identifiées, mais très rares, qui font des familles qui thrombosent au fil des générations. Mais la plupart du temps, on a un ou deux antécédents familiaux, ou pas du tout, mais on a quand même son seuil à soi. Ce risque de thrombose, il va évoluer tout au long de la vie. Je vous l'ai dit, avec l'âge, il va augmenter. Tant qu'il reste au-dessous du seuil de déclenchement de la thrombose, on vit très bien, on ne fait pas la thrombose. Et qu'est-ce qui va se passer pour déclencher une thrombose? C'est qu'on va avoir un facteur favorisant, soit transitoire, soit qui va persister, mais en tout cas qui est nouveau dans la vie, et qui, sur cette pente douce, va faire un pic comme ça, où on va passer au-dessus du seuil où la thrombose va se déclencher. Ça peut être tous les éléments qui interviennent sur cette fameuse triade. Les anomalies du flux, ça peut être une immobilisation, un plâtre, un alitement pour maladie, le flux se ralentit. L'hypercoagulabilité, ça peut être une inflammation, une infection, certains médicaments. Et puis les anomalies de la barrière endothéliale, je pense notamment à un des plus gros facteurs de risque qui est la chirurgie, où on agresse la veine en ouvrant les vaisseaux. Donc tous ces éléments-là peuvent se conjuguer et vont faire un pic qui va faire un seuil au-delà du seuil thrombogène. Ça va être très important pour réfléchir à la suite. Voilà à quoi ça ressemble les listes qu'on a pour essayer de classifier tout ça. Évidemment, on ne va pas regarder tout ça ligne à ligne, ça n'a pas d'intérêt. Il faut juste faire le point sur deux choses. Vous avez, là j'ai entouré deux mots, transitoire et persistant. Pourquoi c'est important? Vous avez votre seuil, vous faites un facteur déclenchant. Si ce facteur déclenchant est transitoire, il disparaît et vous retrouvez votre seuil qui est sous la thrombose. Si le facteur qui vous provoque la thrombose persiste, vous allez rester au-dessus du seuil de thrombose. Donc votre risque de récidive ne sera pas du tout le même. Vous pouvez quand même noter que les éléments majeurs, c'est quand même la chirurgie et l'alitement. Et ça représente à peu près 50% des thromboses et embolies pulmonaires en France. Elles sont liées à ça. Deuxième élément dans ces tableaux, il y a majeur et mineur. Même raisonnement. Quand c'est un gros facteur de risque et qu'il a fallu ce gros facteur de risque pour faire une thrombose, c'est que probablement votre seuil à vous, il est relativement bas. S'il a fallu un tout petit truc pour passer au-dessus du seuil de thrombose, bah c'est que vous n'êtes pas loin de la récidive. Donc tout ça va jouer dans le raisonnement. On a tout ce qu'il nous faut maintenant pour réfléchir au traitement. Le traitement, il est simple pour la phase aiguë, il est le même pour tout le monde et c'est un anticoagulant, donc anti-thrombus. Antithrombus, ça ne veut pas dire que c'est un médicament qui va liser, faire disparaître le thrombus. Il ne va pas agir sur le thrombus lui-même, il va juste agir sur l'extension du thrombus. Il va empêcher l'extension du thrombus, donc moins de problème local,
Et a fortiori, le but, c'est d'empêcher que ce thrombus se détache et fasse une embolie. Il ne fait que ça. Il permet ça, et donc il donne le temps à la physiologie elle-même d'aller liser le thrombus. C'est l'organisme lui-même qui va liser ce thrombus. Et vous verrez que dans l'artère, c'est différent. Là, on va aller chercher le caillot, on va l'enlever. Pas dans la veine et pas dans l'embolie pulmonaire. Deuxième élément important, c'est qu'on sait maintenant depuis quand même pas mal d'années que ce traitement, non seulement dans la phase aiguë, il est important, mais que si on le fait bien, on va diminuer le risque de récidive une fois qu'on l'aura arrêté. Et maintenant, la durée, elle est bien déterminée. Tout événement thrombotique d'une veine profonde ou une embolie pulmonaire nécessite 3 mois de traitement. On sait que si on fait 6 semaines, on va avoir des récidives, même 1 an ou 2 plus tard, plus importantes. Et si on fait 6 mois ou 1 an, on ne va pas gagner en termes de récidive. Voilà. Donc, traitement aigu pour tout le monde, 3 mois. Simple. On connaît bien les molécules, je vais vous en parler. Et puis, une fois qu'on a dit ça, c'est là que le problème commence, c'est combien de temps on va traiter. Et c'est ça la question fondamentale, combien de temps on va traiter donc pour éviter la récidive éventuelle. Et c'est autour de ça que vont tourner toutes les consultations de médecine, de thrombose, de médecine vasculaire, quand vous allez voir un médecin pour ça et qui prend du temps à se gratter la tête pour essayer de rassembler tous ces éléments, comment ça s'est passé, etc. C'est juste pour ça. Un mot sur les traitements. Il y en a pas mal d'injectables qui sont maintenant relativement anciens, mais enfin voilà, de l'héparine, de l'arixra, du Lovenox, etc. Donc injectable, l'avantage c'est que on sait que c'est absorbé, que ça va arriver à bonne destination et à la bonne dose. C'est contraignant, et puis ça peut pas se faire sur de long terme. À droite, vous avez des médicaments plus anciens, Coumadine et Préviscan, qu'on appelle des antivitamines K, et je vous ai mis ici un sachet de raticide, parce qu'en fait, c'est de la Morora. C'est comme ça. Alors maintenant, il y a peut-être plus moderne. Je me suis pas vraiment renseigné sur l'évolution de la Morora, mais enfin, à l'époque, à mon époque de jeunesse, c'est ça qu'on mettait. Le rat mange ça, il devient hémophile, on peut dire. Il s'intoxique à un anticoagulant, il se cogne, il meurt. Ces médicaments, ils ont été très utiles jusqu'à 10-15 ans. On les utilise encore dans certains créneaux, certaines niches. Mais maintenant, vraiment, ce qu'il faut retenir, ce sont ces deux traitements-là. Je vous ai mis que cela parce qu'il n'y a que ceux-là qui ont la validation en France pour la thrombose veineuse, donc les Liquis ou Apixaban, parce que je crois qu'il va passer dans le domaine public, et Rivaroxaban et Xarelto. L'intérêt de ces deux médicaments, ils se prennent en comprimé, simple à absorber. Il n'y a pas de dosage, parce que la dose que chacun reçoit, on la connaît, c'est celle qu'on donne. Il n'y a pas de variation interindividuelle. Et surtout, il diminue le risque de saignement. Il diminue un peu le risque de saignement global, mais surtout, il diminue le risque de saignement intracérébral, qui est celui qui nous préoccupe. Il lui diminue en moyenne de moitié suivant les études. Voilà. Donc, évidemment, ça change tout. Tous ces médicaments ont des contre-indications différentes, ont des risques hémorragiques différents, ont des interactions différentes, etc. Donc, on va mixer tout ça pour prendre la décision. Comment on va raisonner pour prendre la décision finale? Eh bien, on va revenir à la balance bénéfice-risque. Bénéfice, éviter que ça revienne. Risque, on donne un anticoagulant, le saignement. Pas simple à faire. On essaie d'individualiser, mais on ne sait pas bien le faire. On raisonne par groupe, en fait, statistiquement. Les femmes, c'est pas comme les hommes. La circonstance déclenchante, petite ou grosse, eh bien oui, mais ça s'applique pas forcément à chacun. Donc, c'est un raisonnement un peu, on va dire, presque caricatural, et probablement on sous-traite, on surtraite. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore comment affiner ça, parce qu'on n'a pas d'éléments biologiques, on n'a pas d'éléments génétiques qui permettent d'affiner. On va essayer d'estimer le risque de récidive. Je vous l'ai dit, les antécédents familiaux, le facteur déclenchant, est-ce qu'il était petit ou gros, ou pas du tout. Et puis, dans ce risque de récidive, on va estimer quel genre de récidive. Vous avez fait une embolie pulmonaire, si vous en refaites une, votre risque de mortalité peut être important. Vous avez fait une thrombose veineuse, c'est pas du tout la même chose de récidiver d'une thrombose veineuse. Voilà. Et pour le risque hémorragique, eh bien, on prend le risque individuel du patient, c'est-à-dire ses antécédents hémorragiques, est-ce qu'il a une malformation vasculaire quelque part qui peut signer, est-ce qu'il a déjà fait un ulcère à l'estomac, quelque chose comme ça, et puis le risque propre à chaque molécule en fonction des interactions et des contre-indications. Donc, c'est très schématique ce que je vous dis, mais c'est ça vraiment le raisonnement, et c'est parce que c'est complexe
que maintenant, enfin maintenant, depuis quand même assez longtemps, on discute de ça à plusieurs, personne n'a la vérité. Et il y a un côté un peu pif, expérience de chacun, mais il faut les mixer parce qu'on n'a pas tous les mêmes expériences. Voilà. On n'a pas de réponse définitive et ne soyez pas étonnés qu'on hésite. Je vais aller un petit peu plus vite sur l'artère et on va parler que de 2 territoires artériels. Le cœur et le cerveau. On ne va pas parler des artères des membres inférieurs parce que c'est un monde un peu à part, ça ne répond pas tout à fait aux mêmes choses. La thrombose artérielle, elle survient sur une artère en général pathologique, ce que vous a expliqué Chloé. Et dans les 2 territoires qui nous intéressent, le cœur, la conséquence, ça va être un arrêt ou une diminution très forte du flux sanguin dans un territoire du cœur, du myocarde. Et si on ne débouche pas l'artère, ce territoire meurt et il ne repousse pas. Pareil pour le cerveau, obstruction d'une artère, conséquences neurologiques, si on le débouche pas tout de suite, ça récupérera pas. En tout cas, le territoire récupérera pas, même si on peut cliniquement récupérer des choses. Donc, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral. Y a-t-il des choses nouvelles? Moins quand même, je trouve, que dans la thrombose. Il y a eu beaucoup de choses nouvelles dans le traitement aigu, je vous en parlerai un petit peu. Le nombre de cas augmente pour les mêmes raisons d'évolution. L'âge est un facteur de risque important. Le mode de vie, la sédentarité, le régime alimentaire, on sait bien l'épidémie d'obésité, etc. Le diabète qui va avec, ce sont des forts facteurs de risque. Et puis, il y a un élément qui fait probablement aussi qu'on fait un peu plus attention aux artères, et c'est plus d'actualité. Ce que j'ai mis en bas, c'est le buste du cœur des femmes. Donc, c'est une association qui a été montée par le professeur Mounier-Veillé, qui s'est aperçu qu'en fait, on avait tous une image, un cliché de celui qui fait un infarctus du myocarde ou un AVC. C'est l'homme de 50 ans qui commence à s'arrondir, qui fume et qui boit des coups. Et en fait, c'est faux. Tout le monde peut être touché. Et en fait, c'est pas juste une blague, c'est qu'en fait, il a été montré que les femmes, quand elles avaient, par exemple, une douleur thoracique, avaient une perte de chance. Parce qu'elles pensaient elles-mêmes que c'était pas possible que ce soit un infarctus. Quand elles avaient un médecin, il y pensait moins, etc. Donc, il y a tout un travail qui se fait actuellement pour dépister les femmes et pour les traiter mieux. Et ça fait partie sûrement de l'augmentation des cas qu'on trouve. Dans les nouveaux traitements, c'est surtout l'interventionnel. Et puis, il y a quelques médicaments antiplaquettaires qui ont changé un peu la donne aussi, mais c'est moins flagrant pour l'instant que pour la thrombose veineuse. Quels symptômes doit faire évoquer un infarctus du myocarde? Eh bien là, c'est principalement la douleur thoracique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'embolie pulmonaire pouvait mimer ça, mais quand on écoute les patients qui racontent l'infarctus du myocarde, c'est une douleur qui a l'air d'être très particulière. Ça serre plutôt du côté gauche et ça a l'air très angoissant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ceux qui ont des artères bouchées aux jambes, ils continuent à fumer, et ceux qui ont fait un infarctus en général, ils ont un impact psychologique qui fait que c'est plus facile, entre guillemets, d'arrêter de fumer. Cette douleur, elle est là, mais elle peut monter à la mâchoire, elle peut descendre dans le bras gauche, etc. Et puis, si le cœur est très atteint, si la zone infarcie, la zone ischémique est importante, on peut avoir de l'insuffisance cardiaque, on peut avoir des troubles du rythme, c'est-à-dire le cœur qui bat plus régulièrement, donc faire des malaises, voire des pertes de connaissance. L'avantage de l'infarctus, entre guillemets, si on peut dire, c'est que le diagnostic, il est assez souvent facile et peut être fait immédiatement. Il y a la clinique, les facteurs de risque, etc. Et on fait un électrocardiogramme. Je ne sais pas si tout le monde en a eu un ici. On colle des électrodes sur le thorax et sur les bras. C'est un petit boîtier. On peut faire ça à domicile et le SAMU à ça. Et sur le tracé, on peut faire le diagnostic. Ce qui fait que le SAMU, souvent, commence le traitement avant même d'amener le patient en salle de cardiologie. Des fois, des diagnostics de douleurs thoraciques sont plus difficiles. Donc, on peut s'aider de certains paramètres biologiques et puis d'échographie cardiaque, mais peu importe ça. Pour l'accident vasculaire cérébral, je vous ai mis à gauche une affiche de je ne sais plus quel ARS, mais il y en a eu pas mal qui ont circulé. On voit ça dans les hôpitaux, dans les salles d'attente, etc., pour sensibiliser les gens. L'accident vasculaire cérébral, le diagnostic, il n'est que clinique. L'imagerie va aider à distinguer certaines choses, mais on peut avoir une imagerie normale, cérébrale, avec un accident ischémique cérébral. Les moins importants là-dedans, c'est des signes neurologiques, bien sûr, quelque chose qui fonctionne plus, la parole, la sensibilité, la motricité d'un côté, d'apparition brutale. Ça, c'est très important. Et je veux juste, moi, vous sensibiliser à une chose, c'est qu'un accident vasculaire cérébral qui ne régresse pas, vous avez des signes pendant plusieurs heures, c'est très grave, etc. Mais on sait comment faire et il n'y a pas de problème diagnostique. Là où il faut sensibiliser les gens, c'est justement tous ces signes qui régressent en 1 ou 2 ou 3 minutes. C'est ces gens-là qu'il ne faut pas rater, parce qu'on banalise,
Et en fait, ils ont fait un accident ischémique dit transitoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas lésé de neurones, il n'y a pas de conséquences, mais ils sont à très très haut risque de faire un AVC définitif dans les heures et jours qui viennent. Voilà. Et bien souvent, c'est ceux-là qu'on rate, et c'est qu'il ne faudra pas les rater. Donc c'est un diagnostic de suspicion clinique. Après, le malade arrive aux urgences, qu'est-ce qu'on fait comme examen? Une IRM cérébrale, c'est majeur, parce que ça va nous dire, oui, c'est un AVC, dans quel territoire, donc on va pouvoir voir de quel vaisseau il s'agit, et surtout, est-ce que c'est parce qu'il saigne dans la tête, ou est-ce que c'est parce qu'il a bouché un vaisseau dans la tête? Évidemment, c'est pas le même traitement. Les facteurs de risque de thrombose, vous avez vu à droite pour la thrombose veineuse, comment on raisonnait avec ça. Pour la thrombose artérielle, il y a deux choses différentes. Chloé vous l'a dit tout à l'heure, il y a le caillot qui vient d'ailleurs et il vient du cœur. Le cœur bat pas régulièrement, donc il se vide pas bien, ça stagne, ça fait un thrombus dans le cœur qui part. Et en général, il part vers le cerveau. C'est l'AVC embolique sur un trouble du rythme du cœur. Et puis, quand le problème est dans l'artère, alors soit dans l'artère intracérébrale, soit dans une artère cervicale, ce qu'on appelle les carotides. Elle vous a montré tout à l'heure une plaque qui peut s'ulcérer. Il y a un caillot qui se forme là et qui va migrer après, mais le point de départ, ça reste la plaque. Et qu'est-ce qui donne ces plaques d'athérome? Ce sont les facteurs de risque dont on va parler. Évidemment, je ne vais pas vous les lister, tout le monde les connaît. Je voudrais insister sur deux petites choses. Première chose, c'est l'obésité. On a longtemps dit, jusqu'à encore tout récemment, l'obésité, c'est une question de rapport poids-taille. Oui, sauf qu'il y a des obésités qui ont des risques vasculaires très différents. Et donc maintenant, la définition officielle de l'obésité est en train de changer. Et on parle surtout de type de répartition de l'anomalie pondérale. Une répartition abdominale est un facteur de risque, beaucoup plus qu'une répartition sur les membres inférieurs. Je vous le dis parce que on a tous entendu parler du BMI, de l'IMC, vous savez, ce truc qui nous définit comme obèse ou pas, c'est insuffisant. Et on peut être très grand, baraqué, très musclé, et avoir un IMC élevé, ne pas du tout être un risque. Voilà. Deuxième chose, les antécédents familiaux, c'est très important. On voit beaucoup, maintenant je vois beaucoup de patients en prévention primaire, et on voit des gens qui, à facteurs de risque égaux, n'ont pas du tout les mêmes profils artériels. Voilà. Donc on n'est pas égaux devant ça. Les facteurs de risque sont des facteurs de risque pour tout le monde, mais prendre en compte l'histoire familiale, c'est majeur pour le raisonnement. Je vais passer là-dessus juste pour vous dire qu'il y a des applications qui nous aident à calculer, à essayer d'estimer le risque des patients. Et on s'en sert en consultation, c'est assez visuel, ça peut aider. Alors juste, on a évoqué le diagnostic, on a fait le diagnostic et on va traiter. Grosse différence par rapport à la veine, c'est urgent. Plus vous faites tôt, plus vous sauvez des cellules, soit du myocarde, soit du cerveau. Deuxièmement, au contraire de la veine, on va aller chercher le caillot, où on va essayer d'ouvrir l'artère. Et donc ça se fait en interventionnel, on passe par des artères périphériques, on va dans le vaisseau concerné et on le débouche. Vous avez en bas à gauche des artères cérébrales avec une flèche où on voit ici, il manque du flux. Et après intervention, le flux est rétabli. Et vous avez une coronaire ici où il y a un rétrécissement très serré. On met un ballon dedans, on gonfle, et après on met un stent qui est un ressort pour pas que ça se referme. Voilà. Ça, c'est le traitement aigu. Il est majeur, il s'accompagne de traitements médicaux en plus, mais c'est le traitement aigu, c'est urgentissime. L'enjeu après, ça va être de prévenir la récidive. Alors, est-ce qu'on raisonne de la même manière, balance bénéfice-risque? C'est beaucoup plus simple. Vous l'avez bien compris, le risque, il est majeur. Et le traitement qui prévient la récidive, ce sont des anti-agrégants plaquettaires, dont on va parler après. Aspirine pour tout le monde, on va dire. Et il y en a d'autres. Et ils font moins saigner que les anticoagulants. Donc, la balance bénéfice-risque, elle disparaît. Vous avez fait un AVC, vous avez fait un infarctus, vous aurez toute votre vie une prévention du thrombus par anti-agrégant plaquettaire. Quand en plus la cause est une artère malade avec les plaques d'athérome, eh bien, il va falloir essayer d'agir sur la plaque, soit en la stabilisant, c'est-à-dire qu'elle ne grossisse pas, et surtout que sa surface redevienne lisse, en tout cas symboliquement, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus ces accroches de plaquettes. Et parfois même, on voit sous statine des plaques qui régressent de façon assez importante. En tout cas, les deux piliers, c'est, une fois que vous avez fait un accident comme ça, anti-agrégant et statine. Dans les anti-agrégants, il y en a plein de différents. Il y en a deux qui sont utilisés pour tout le monde, l'un ou l'autre, suivant les indications, parfois en association. C'est l'aspirine et le clopidogrel ou Plavix. Dans les statines, peut-être il y aura des questions là-dessus, vu toutes les croyances et toutes les appréhensions qu'on peut avoir. Il y en a aussi plein. Il n'y en a pas une mieux que l'autre. Il faut savoir qu'en fait, l'intérêt de la statine, c'est que ça baisse le risque en fonction de son effet sur le cholestérol. Il y a une corrélation tout à fait linéaire entre la baisse du mauvais cholestérol qu'on obtient
et la baisse du risque qu'on obtient. Et d'ailleurs, il y a d'autres médicaments qui font baisser le mauvais cholestérol qui ne sont pas des statines et qui ont le même effet de prévention. Au-delà de ces 2 traitements, il y a aussi d'autres traitements importants, mais pour d'autres raisons, prévenir les troubles du rythme du cœur, gérer l'hypertension, en tout cas, ne pas oublier de traiter les facteurs de risque associés. Et je crois que c'est tout pour la partie clinique. Bon, je ne sais pas si vous reste un peu de place pour un dessert. Je vais essayer d'aller vite. Alors, j'avais préparé donc quelques diapositives sur la recherche, parce qu'en général, c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, qu'est-ce qui se passe en matière de recherche actuellement sur la thrombose? Alors, sur quoi on travaille? Enfin, sur quoi travaillent les chercheurs? En général, déjà, les causes. Parce que là, on vous a parlé d'un certain nombre de facteurs de risque, mais parfois, il y a des gens qui font des thromboses, notamment dans les veines, alors qu'ils n'ont pas eu une chirurgie, il n'y a pas eu de grossesse, il n'y a pas de cancer, enfin voilà, il n'y a pas de cause. Pour autant, ils font des thromboses, et c'est vrai que travailler sur les causes de la thrombose, ça permet d'expliquer aux patients pourquoi ils ont thrombosé, et les gens ont quand même envie de savoir pourquoi ils ont eu ça. Ça permet, comme vous l'a expliqué Damien, de mieux évaluer le risque de récidive, puisque si on comprend pourquoi, on va savoir si cette chose-là va être juste transitoire ou permanente. Et donc, évaluer ce risque de récidive va nous aider à proposer la meilleure prise en charge thérapeutique. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que parfois, on thrombose parce qu'on a un problème dans nos gènes qui fait qu'on a le sang un peu trop visqueux. Et donc, si on a un problème dans nos gènes, on risque de l'avoir transmis à nos enfants, ou nos frères et sœurs risquent aussi d'avoir cette chose-là, cette anomalie dans leurs gènes, et éventuellement, et bien sûr, un de nos 2 parents. Et donc, c'est important d'évaluer le risque chez les apparentés, notamment dans une situation, pour les femmes qui éventuellement risquent d'avoir une grossesse, parce qu'on sait que la grossesse, toujours, ça augmente le risque de faire des caillots. Donc, si en plus d'être enceinte, on a un gène qui fait qu'on a le sang un peu trop visqueux, il peut y avoir des risques de faire des caillots pendant la grossesse. Donc, il y a de la recherche qui se fait sur les causes des thromboses. Il y a de la recherche qui se fait aussi sur essayer de trouver des biomarqueurs, parce que, comme vous l'a dit Damien, le problème de la thrombose, en général, on fait le diagnostic, on fait le meilleur traitement possible, mais il y a toute cette problématique de est-ce qu'on risque d'en refaire une autre, de refaire une autre thrombose, donc la récidive. Et donc, avoir des biomarqueurs qui permettent de mieux apprécier le risque de récidive, c'est un enjeu important, puisque si on pouvait savoir qui va récidiver ou qui ne va pas récidiver, les patients qui ne vont pas récidiver, on ne va pas leur laisser très longtemps les anticoagulants. Voilà. Et puis, enfin, il y a de la recherche qui se fait pour essayer de trouver des nouveaux traitements ou des nouvelles façons de traiter. Puisque, en général, les traitements actuels marchent quand même globalement bien, mais ce que vous a aussi dit Damien, c'est que les traitements actuels, ils marchent en fluidifiant le sang, et donc ils jouent sur le risque de faire des thromboses, mais ils jouent aussi sur le risque de saignement. Et fluidifier le sang, c'est très bien, mais quand vous vous coupez, ou si vous avez une chirurgie qui doit se faire en urgence, ou si vous avez un accident, mais là, si vous avez des médicaments qui fluidifient votre sang, vous risquez quand même de beaucoup plus saigner. Et donc, le Graal, ça serait d'avoir des médicaments qui empêchent de faire des mauvais caillots, mais qui respectent l'hémostase. Ça serait merveilleux. Et donc, il y a de la recherche qui se fait là-dessus. Alors, je vais essayer d'aller très vite là-dessus, parce que je pense que vous en avez un peu assez. Mais donc, trouver des nouvelles causes, il y a deux grandes pistes, par exemple, qui se font. Il y a des familles où, notamment dans la thrombose veineuse, il y a plusieurs personnes dans la famille. Donc là, c'est une représentation d'un arbre généalogique dans la famille. Et donc là, vous voyez en noir, par exemple, il y a plusieurs personnes qui ont fait des thromboses. Et puis, dans ces familles de thromboses, de gens qui font des thromboses alors qu'ils n'ont pas spécialement de facteurs de risque, on se dit qu'ils doivent bien se transmettre un truc. Et donc, cette anomalie génétique, on peut la rechercher en faisant des analyses compliquées sur l'ADN ou alors des modifications de l'ADN, bref. Donc, il y a de la recherche qui se fait en étudiant ces cas familiaux. Il y a de la recherche qui se fait aussi en allant étudier des cellules qu'on pense importantes dans la thrombose. Donc, je vous ai parlé de l'importance des cellules endothéliales, les cellules de la paroi des vaisseaux. Peut-être qu'il y a certains patients qui ont des cellules endothéliales qui, alors qu'il n'y a pas de problème d'oxygénation, vont se mettre à accrocher les cellules du sang.
On peut se poser aussi la question, il y a eu pas mal d'études déjà qui ont été faites sur ces petites plaquettes dont je vous parlais, mais là, il y a pas mal d'études qui se font sur les globules blancs, qui sont notamment les polynucléaires neutrophiles, là, qui sont ici, dont on sait qu'ils participent à la thrombose. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont tendance à avoir des globules blancs qui s'activent trop et donc qui favorisent les thromboses. Donc ça, c'est un exemple de recherche pour trouver des nouvelles causes de thrombose. Des biomarqueurs, alors là, il n'est pas question de détailler ce tableau, mais là, c'est par exemple un tableau qui compare ce qu'on connaît comme score de risque pour faire des thromboses. Alors là, en l'occurrence, c'est pour essayer d'évaluer le risque de faire des thromboses chez des patients qui ont un cancer. Il y a plusieurs scores qui ont été développés. Il y en a 3. Et donc, vous voyez que, par exemple, dans ce score, le score de Vienne, là, ils prennent en compte non seulement le type de tumeur, des paramètres biologiques avant la chimiothérapie, mais aussi des biomarqueurs, donc des marqueurs dans le sang, qui sont incrémentés ici dans ce score et pas dans les autres. Et donc, on essaye de trouver dans le sang des marqueurs qui pourraient mieux prédire le risque de récidive. Donc, il y a aussi pas mal de recherches qui se fait là-dessus. Et enfin, donc, des nouveaux médicaments. Alors, actuellement, comment marchent les médicaments? Donc, il y a 2 grands types de médicaments, comme vous a dit Damien. Ceux qu'on donne plutôt dans la thrombose veineuse, qui vont cibler la coagulation, et puis ceux qu'on donne plutôt dans la thrombose artérielle, qui vont plutôt cibler les plaquettes. Alors, dans la coagulation, ce qu'on veut, c'est empêcher qu'il y ait ces caillots de fibrine qui se forment. Donc, on veut empêcher la formation de fibrine. Comment la fibrine, elle se forme? Alors là, je vais aller très vite parce que tous les étudiants en médecine détestent ça, donc vous encore plus qu'eux, j'imagine. Mais en gros, pour aller faire de la fibrine, il y a toute une cascade de facteurs qui s'activent l'un, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Enfin bref, c'est vraiment, ça s'appelle la cascade de la coagulation. Et donc, si on veut diminuer la formation de fibrine, on va pouvoir jouer sur la cascade de la coagulation. Les plaquettes, elles, qui s'activent dans la thrombose artérielle, comment ça se passe? Je vous ai dit, dans le sang, on a des petites plaquettes qui circulent, qui sont toutes plates. Et quand elles s'activent, les plaquettes, ça fait des ramifications comme ça, et ensuite, elles agrègent les unes avec les autres. Et donc, les médicaments qu'on utilise, l'aspirine, par exemple, ça joue sur l'activation plaquettaire. Vous voyez, les antiplaquettaires classiques, ils jouent sur cette activation plaquettaire, ils vont diminuer la formation de ces agrégats de plaquettes. Les médicaments un peu classiques et anciens dont vous a parlé Damien, ils vont jouer sur la cascade de la coagulation à différentes étapes. Donc, ils jouent aussi bien sur la formation de la fibrine du caillot anormal que sur la formation du caillot normal quand on se coupe. Et donc, là encore une fois, le Graal absolu serait, et c'est ce qui est en train de se développer, d'avoir des médicaments qui joue uniquement sur une phase, là, le tout en haut de la cascade de la coagulation, qui n'est pas impliqué dans la normalité, dans l'hémostase, parce que dans l'hémostase, il y a tout ça qui est impliqué, mais pas le haut. Et donc, actuellement, il y a des médicaments qui se développent pour cibler le haut de la cascade de la coagulation, donc qui, on va l'espérer, vont empêcher aux patients de faire des caillots sans risquer de saigner. Et donc, notamment, il y a des médicaments qui sont actuellement donnés en essai thérapeutique. C'est des industriels qui développent ces médicaments et donc qui financent ces projets, évidemment. Et on les en remercie parce qu'on peut taper sur les industriels du médicament, mais c'est quand même aussi grâce à eux qu'il y a des nouveaux médicaments qui sortent. Enfin, c'est en général les unités de recherche qui ont l'idée et qui font les premiers développements qui trouvent des cibles thérapeutiques, mais après, ce sont les industriels qui sont, eux, les seuls à avoir l'argent pour faire des gros essais et montrer que le médicament, effectivement, marche et est bien toléré. Et donc, il y a, par exemple, des anti-11, là, qui sont actuellement en essai thérapeutique chez le patient et des anti-12 en développement. Et puis, dans les antiplaquettaires, les médicaments classiques empêchent les plaquettes d'agréger aussi bien dans la formation anormale du thrombus et aussi dans l'hémostase physiologique. Et il y a des nouveaux antiplaquettaires aussi en développement qui ne vont empêcher que l'agrégation plaquettaire en conditions pathologiques. Et donc, voilà, qui sont cités ici. Donc, en conclusion, après ce copieux repas, j'espère que vous retiendrez de ça qu'il y a bien 2 types de thromboses qui n'ont rien à voir, les thromboses dans les veines et les thromboses artérielles. Ce n'est pas les mêmes mécanismes de thrombose, ce n'est pas les mêmes causes de thrombose, ce ne sont pas les mêmes facteurs de risque de thrombose, des diagnostics qui n'ont rien à voir et des traitements qui, là aussi, sont différents. Qu'il y a un certain nombre d'avancées qui sont en cours pour essayer de mieux comprendre ces thromboses, mieux les prévenir, mieux les traiter.
qui a déjà eu beaucoup d'avancées ces dernières années avec les anticoagulants. Et donc, je vous ai mis ici 2 ressources utiles. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous pourrez revisionner cette conférence. Mais si vous avez envie d'avoir un point de vue un tout petit peu différent, il y a une société française qui s'appelle la Société française de thrombose et d'hémostase, sur laquelle, si vous allez sur leur site, vous trouverez des onglets. Il y a un onglet donc dédié aux patients. Ou donc, si vous allez sur... il y a des associations de patients, mais aussi, donc, si vous cliquez sur pathologie concernée, vous trouverez des fiches pratiques pour les patients sur la thrombose veineuse, donc, qui peuvent éventuellement vous intéresser. Et puis, suite à la fameuse thrombose de notre ami Wenby, là, il y a un article qui essaye d'expliquer aussi la thrombose profonde, et notamment les thromboses veineuses des membres supérieurs. Voilà, donc nous avons parlé pendant 1 heure, et nous sommes à votre disposition pour des questions si vous en avez.